Bonjour, merci d'être là pour ce dernier cours. Donc aujourd'hui, on va parler de l'émergence de nouvelles maladies et de l'évolution des pathogènes, donc qui ont des importances multiples avec des menaces sur la biodiversité, mais aussi des menaces pour les populations humaines en termes de santé humaine et aussi de santé des cultures. Donc ici, c'est l'exemple qu'on avait déjà vu du champignon pathogène qui cause la chytriomycose sur les batraciens et qui menace un très grand nombre d'espèces, des centaines d'espèces de batraciens à travers la planète. Donc aujourd'hui, on va revoir un peu ce que sont que les parasites et les pathogènes, la façon dont ils évoluent. On avait vu les principes de la sélection naturelle. On va voir des principes un peu plus particuliers dans le cadre des hôtes et des parasites qui exercent réciproquement une sélection les uns sur les autres. Et on verra en particulier l'évolution de certains caractères de pathogènes et en particulier la virulence, comment on peut expliquer que certains pathogènes sont plus ou moins virulents. Et après, on verra des exemples d'émergence de nouveaux pathogènes, quels sont les mécanismes d'émergence de ces nouveaux pathogènes, comment on les étudie, et on finira par des études récentes un peu plus spécifiques, un peu plus pointues sur des approches génomiques, comment on arrive à détecter dans les génomes, dans l'information génétique, des traces de la sélection, et comment on peut essayer de comprendre l'évolution des pathogènes grâce à ces nouvelles approches. Donc, les relations hôtes-parasites sont extrêmement importantes en écologie. Donc là, on avait vu cet exemple d'un parasitoïde qui a pondu ses œufs dans une chenille et dont les larves ici sont en train de se développer et mangent la chenille vivante en la gardant vivante le plus longtemps possible. Donc les parasites, les pathogènes exercent une pression de sélection très forte sur leurs hôtes en termes de baisse de survie, de baisse de nombre de descendants qu'ils laissent. Donc c'est une force écologique sélective extrêmement importante. Alors, donc on appelle les parasitoïdes, les parasites comme ceux-là qui pondent donc leurs œufs dans les chenilles et qui finissent par tuer leurs hôtes, qui sont obligés pour finir d'émerger, pour finir leur cycle de vie, de tuer leurs hôtes. Donc ça a une importance écologique énorme, mais aussi en agriculture, puisqu'on se sert par exemple de ces parasitoïdes comme un contrôle biologique contre les ravageurs des cultures. Alors, des fois avec des succès, des fois avec des effets opposés à ce qu'on espérait. Donc, il y a les parasitoïdes, donc il y a plein de sortes de parasites et de pathogènes, donc le virus de la Covid-19. Il y a aussi des ectoparasites, comme ces tiques qui prennent du sang des gros animaux. D'autres types de parasites, c'est donc le coucou, c'est un oiseau parasite. La femelle pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Et donc il y a plusieurs lignées maternelles qui ont évolué pour mimer très précisément les œufs de l'espèce qui parasite pour que la mère ne détecte pas l'œuf parasite parmi ses propres œufs. Et le petit coucou émerge le plus tôt possible et vire les autres œufs du nid par-dessus bord et se retrouve tout seul dans le nid et il se fait nourrir par les parents qui croient que l'oiseau qu'il y a dans leur nid est bien leur petit. Donc c'est une sorte de parasite aussi. Après, il y a les pathogènes. Donc, en général, on appelle parasites, c'est des gros organismes qui prennent des ressources à leurs hôtes. Et pathogènes, en général, ils sont tout petits, comme les virus, les bactéries et les champignons. Et donc, ils peuvent avoir une importance énorme aussi sur les sociétés humaines. Donc, il y a l'exemple de la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait autant de morts que la Première Guerre mondiale. Et qui venait, en fait, qui est arrivé avec les soldats américains. Et qui, alors pour le coup, ce n'était pas un changement d'hôte. On va voir que souvent, des maladies émergentes peuvent être un changement d'hôte. C'est un parasite qui se retrouve sur un nouvel hôte et cause une maladie tout d'un coup. Là, c'était plutôt une mutation d'un virus existant, mais qui, pour le coup, infectait plus des jeunes gens dans la force de l'âge plutôt que des vieux ou des jeunes, donc qui a causé des millions de morts. Et donc on a appelé ça la grippe espagnole, pas tellement parce qu'elle était plus en Espagne, mais parce que l'Espagne n'était pas trop impliquée dans la guerre, et donc c'est le seul pays qui communiquait vraiment sur les morts, alors que les autres pays évitaient pour éviter de montrer qu'ils étaient affaiblis par la maladie. Mais par exemple, il y a eu 70% de la population madrilène qui a été infectée en seulement 3 jours. Il était hyper virulent et hyper contagieux. Donc il y a des maladies qu'on connaît bien qui affectent les populations humaines.
Ça, c'est un pathogène de la pomme de terre, le Phytophthora infestans, qui a causé aussi des millions de morts en Irlande et qui a causé en causant une énorme famine et des déplacements de population, parce qu'il a attaqué toutes les plantations de pommes de terre dont se nourrissaient principalement les populations irlandaises au XIXe siècle. Et donc, sur toutes les cultures, il y a des maladies. Donc là, on voit un champignon pathogène qui infecte une fraise, la tablure du pommier, l'oïdium de la vigne, des maladies sur les oliviers. Et donc, il y a beaucoup de maladies émergentes, c'est-à-dire des nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas sur des cultures, donc qui posent évidemment des problèmes sur ces cultures. Et en particulier parce que du coup, on répand beaucoup de pesticides et d'insecticides pour lutter contre ces ravageurs de culture. Mais aussi dans les milieux naturels, il y a de plus en plus de maladies émergentes, en particulier dans les forêts. Avec la mondialisation, on avait vu la semaine dernière beaucoup d'invasions biologiques, donc de pathogènes qui se dispersent à travers la planète et qui peuvent, dans un nouveau continent, infecter un nouvel hôte qui n'a pas évolué de résistance contre ce nouveau pathogène et qui décime, il y a des phytophthora par exemple, qui déciment des forêts entières à travers la planète. Les pathogènes ont une importance écologique, on a vu, énorme, parce qu'ils peuvent causer une mortalité énorme, un nombre de descendants beaucoup moins grand. Et du coup, évidemment, ça a une force de sélection énorme. Et on avait vu que ça peut mener à des caractères, à une évolution vraiment pour lutter contre les parasites. Et en particulier, donc, la sélection sexuelle, qui est le fait que les femelles choisissent les mâles qui vont les féconder. Et bien souvent, un des caractères très importants de choix pour les femelles du mâle avec qui elles vont s'accoupler, ça va être un mâle qui est résistant aux parasites. Et en particulier, donc, souvent, chez les oiseaux, par exemple, les mâles sont très rouges avec beaucoup de caroténoïdes, parce que c'est une molécule qui est très importante dans le système immunitaire. Et donc un mâle qui est capable d'en mettre dans ses plumes, c'est qu'il en a assez au moins pour le système immunitaire et donc qui va être plus résistant aux parasites. Il y a des études qui montrent effectivement, par exemple chez les poissons, on avait vu, plus un mâle est rouge, plus une femelle qui va s'accoupler avec aura des descendants résistants aux parasites en général. Et donc il y a des ornements extrêmes qui ont évolué, des couleurs extrêmes chez certains animaux, qui est vraiment une sélection directe pour éviter les parasites. Ça a aussi une importance historique au niveau des populations humaines. C'est aussi un exemple qu'on avait vu et qui est bien détaillé dans le livre de Jared Diamond. Si les sociétés occidentales sont devenues aussi dominantes sur le globe, c'est en partie à cause de leurs pathogènes. On peut montrer avec des modèles mathématiques et expérimentaux que plus une population a une grande taille, plus on a une grande taille de population pour un hôte, plus elle peut héberger un grand nombre de parasites. Parce qu'un parasite peut toujours trouver un nouvel hôte à infecter. On va revenir là-dessus. Et donc, les populations occidentales qui ont utilisé beaucoup l'agriculture, l'élevage, ont pu grossir beaucoup en taille de population, donc héberger plus de parasites. Ils étaient aussi en contact avec du bétail et ont pu attraper plus de zoonoses. Ils ont évolué pour devenir un peu résistants. Mais quand ils sont arrivés en contact avec des populations indigènes qui n'avaient jamais été en contact avec cette grand nombre de parasites, ils les ont décimés, par exemple avec la variole, plein de parasites, et qui a été extrêmement important dans la dominance de ces populations, presque autant que leurs armes, leur acier. Une autre importance dans l'évolution des hôtes et des parasites, c'est toutes les molécules qu'on utilise dans nos sociétés, et qui sont en fait des molécules produites par les plantes pour lutter contre les parasites et les herbivores. Le principe actif de la moutarde, c'est produit par la plante pour être toxique contre les herbivores. L'aspirine qu'on récupère dans le sol, c'est aussi une molécule qui produit la plante pour lutter contre ces herbivores. Le caoutchouc, c'est pareil, c'est une substance assez gluante pour éviter que les insectes piquent et aillent prendre la sève de la plante. Donc la caféine, dans les piments, le cannabis, tout ça, c'est des molécules produites par la plante, par les plantes pour lutter contre ces herbivores et ces parasites. Et donc les parasites et pathogènes sont évidemment extrêmement dépendants de leurs hôtes. Ils ne peuvent pas se reproduire sans prendre des ressources dans leurs hôtes. Donc il y a une énorme pression de sélection pour les parasites
pour s'adapter arriver à infecter leurs hôtes. C'est-à-dire que les génotypes de parasites qui vont arriver à infecter les hôtes vont mieux se transmettre, laisser plus de descendants, augmenter en fréquence. Donc il y aura une évolution vers des parasites qui arrivent mieux à parasiter leurs hôtes. Et inversement, réciproquement, les hôtes, étant donné l'énorme pression de sélection que représentent les hôtes et les parasites en termes de survie ou de nombre de descendants moindre, et donc il y a une pression de sélection énorme, c'est-à-dire que les hôtes les plus résistants vont mieux survivre, vont plus laisser de descendants et vont augmenter en fréquence. Et donc c'est ce qu'on appelle la coévolution. Il y a une pression de sélection réciproque des hôtes et des parasites l'un sur l'autre, ce qui fait qu'il y a une évolution permanente des hôtes et des parasites. Donc c'est bien illustré par l'image de la reine rouge qu'on avait déjà vue. Donc c'est dans le livre de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, où Alice court avec la reine rouge du jeu d'échecs. Mais elles courent et elles ont l'impression de ne pas avancer. Donc Alice dit mais chez moi, quand on court, on arrive quelque part. Et la reine rouge lui dit oui, mais ici, le paysage avance, donc il faut courir pour rester à la même place. Et donc ça illustre bien la coévolution hôte pathogène où on a l'impression que les hôtes ont toujours été infectés à peu près au même niveau. Et en fait, c'est un équilibre dynamique, c'est-à-dire que l'état a l'air d'être similaire, mais c'est parce que les deux partenaires évoluent et restent à peu près au même niveau. Donc, quelques illustrations de la coévolution. Donc ça, c'est un petit charançon qui mange des graines de camélia au Japon, donc qui perce avec son énorme rost là pour aller dans ce fruit jusqu'aux graines. Et donc, il y a eu une coévolution, c'est-à-dire que dans les régions du nord, on voit que les plantes ont évolué des plus gros fruits pour éviter que les insectes puissent aller jusqu'à leurs graines pour les manger. Les insectes ont évolué des plus grands rostres pour aller jusqu'à ces graines. Il y a d'autres régions, à un autre niveau de la coévolution, où on voit l'insecte à un rostre qui correspond pile à la taille du fruit. Donc, il y a eu une coévolution entre les hôtes et les parasites. Un autre très joli exemple qui a été fait par des chercheurs suisses, en utilisant ces daphnies, donc on retrouve dans des flaques, dans des mares, des organismes assez microscopiques et qui peuvent être de temps en temps infectés par des microsporidies, donc c'est une lignée très proche des champignons. Et ce qui est fantastique dans ce système, c'est que à la fois les daphnies et leurs parasites peuvent rester vivants très longtemps desséchés. Et donc les chercheurs ont récupéré dans des calottes qui peuvent aller jusqu'à 39 ans, à la fois les daphnies et les parasites, et qui étaient les deux vivants. Et ils ont fait ce qu'on appelle cross-inoculation. Donc ils ont pris différents niveaux de daphnies et de parasites qui correspondaient donc à différents temps dans le passé de ces hôtes et de ces parasites. Et donc ils ont infecté les daphnies des différents temps, du présent, du passé, et les parasites des différents temps à tous les différents temps de l'hôte. Et donc ils ont trouvé des résultats assez frappants. Donc là on a le taux d'infection des daphnies par le parasite. Ici, c'était les points où les daphnies avaient été infectées par leurs propres parasites contemporains. Et là, c'est des daphnies qui avaient été infectées par des parasites de leur passé, donc avec des couches plus basses, sédimentaires. Et là, des daphnies infectées par leurs parasites du futur, c'est-à-dire les microsporidies collectées dans des couches plus hautes. Et donc, on voit que les taux d'infection les plus élevés étaient par les parasites contemporains des daphnies, ce qui montre bien que les parasites et les hôtes évoluent. Et le parasite a un temps d'avance, c'est souvent le cas. Les parasites sont les meilleurs à infecter leur hôte du présent. Ils se sont adaptés très bien à leur hôte du présent. Et donc souvent, les parasites ont des tailles de population beaucoup plus grandes et des temps de génération plus courts, ce qui fait qu'ils évoluent beaucoup plus vite. Et donc, ils ont souvent un temps d'avance, effectivement, sur les hôtes en termes dans la coévolution. Un autre exemple assez connu aussi, c'est Darwin qui avait observé cette orchidée et qui a un énorme... le nectar ici est tout en bas. Et donc, il avait prédit qu'il devait exister un pollinisateur avec un organe spécialisé pour aller chercher le nectar ici tout en bas. Et effectivement, ce papillon a été découvert des années après, qui est effectivement le pollinisateur de cette plante. Et ce pollinisateur et cette plante ont coévolué, alors là pour le coup en mutualisme, pour bénéfice réciproque.
Mais probablement, cette plante a évolué un extrêmement long tube où elle met son nectar au fond pour éviter ce qui existe souvent, des tricheurs, c'est-à-dire des insectes qui vont aller chercher son nectar sans la polliniser. Et donc, pour que son nectar ne serve que à son propre pollinisateur, donc elle a évolué un organe où elle met son nectar de plus en plus bas et son mutualiste a évolué un organe pour aller chercher le nectar de plus en plus long. Donc c'est le principe de la sélection naturelle. Il y a de la variation dans les populations, et y compris au système immunitaire, par exemple, chez les mammifères, ou au système qui sert à infecter chez les parasites. Et donc il y a une sélection, il y a la variabilité. Et donc, par exemple, chez un parasite, un variant génétique qui va faire que le pathogène arrive mieux à infecter un autre, il va mieux se transmettre, il va être surreprésenté dans la génération suivante. Et donc, son génotype, son variant génétique va être surreprésenté et va augmenter en fréquence. Mais l'aspect particulier de la coévolution hôte-parasite, c'est que l'hôte va aussi évoluer. Donc, ça ne va pas toujours être le même variant qui va être bénéfique. Parce que donc, si ce variant-là est bénéfique pour infecter une population d'hôtes donnés, mais que du coup, dans l'hôte, il y a un variant génétique qui permet de résister à ce pathogène qui devient fréquent, le variant génétique de l'hôte va être sélectionné, va réaugmenter en fréquence, et donc il y a de l'évolution perpétuelle, de la coévolution. Et donc ça donne plutôt ça. Si on regarde l'évolution des fréquences des variants génétiques aux gènes, soit du système immunitaire chez les mammifères, des systèmes de résistance chez les plantes. Donc on voit souvent des cycles comme ça, où il y a sélection tout d'un coup d'un nouveau variant qui permet de résister à un pathogène, mais quand ce variant devient plus fréquent, l'allèle correspondant, le variant génétique correspondant chez le parasite, qui permet de contourner cette résistance, va augmenter en fréquence. Du coup, ce variant génétique va être moins avantageux puisque le parasite se sera adapté et il va rediminuer en fréquence. Donc il y a une variation sans cesse des fréquences alléliques, une coévolution. Vous connaissez le proverbe, ce qui ne tue pas mute et essaye encore. C'est la coévolution entre les hôtes et les parasites. Alors on peut se demander quelle va être l'évolution de la virulence, pourquoi un parasite peut être plus ou moins virulent, pourquoi il y a des parasites comme la grippe espagnole qui tuaient des jeunes gens entre 30 et 40 ans extrêmement vite, donc très virulents. On définit la virulence en évolution comme la quantité de dommages causés à l'homme, donc en termes de mortalité ou de nombre de descendants. Pourquoi il y a des virus qui vont juste causer un petit rhume. Alors on entend souvent dire qu'un parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte, en particulier en médecine, souvent. Mais on peut se demander si c'est vrai. En fait, c'est assez panglossien. On avait vu, le terme panglossien vient du livre de Voltaire, Candide, où le docteur Pangloss répétait que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, on a un nez pour porter des lunettes. Si on dit un parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte, c'est panglossien, c'est-à-dire ce qui est bien pour la population des parasites, c'est de ne pas tuer son hôte pour qu'après il ait toujours des hôtes à infecter. Mais l'évolution ne fonctionne pas comme ça. L'évolution est myope. Un virus ne va pas se dire « Ah non, il ne faut pas que je sois trop virulent parce que sinon, dans 10 générations, j'aurai plus d'hôtes à tuer. » Ça ne fonctionne pas comme ça, un parasite. Si un variant génétique fait qu'il est très virulent, mais être très virulent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend plein de ressources de son hôte. Et donc, il peut créer plein de bébés parasites qui vont aller infecter d'autres hôtes. Et donc, si le fait d'être très virulent fait qu'il arrive à produire plein de petits parasites qui vont aller infecter plein d'hôtes, il va augmenter en fréquence dans les populations. Quitte à ce que, 10 générations après, il n'ait plus d'hôtes à infecter, mais il ne peut pas le voir en avance, il ne peut pas prévoir le parasite qu'il n'aura plus d'hôtes à infecter. Donc la seule façon bonne de raisonner, c'est de se dire quel est le niveau de virulence optimal qui permet une meilleure transmission du parasite. C'est ça qui va être sélectionné. Un variant génétique qui fait qu'il laisse plus de copies de lui-même à la génération suivante. Est-ce que c'est d'être hyper virulent ou au contraire pas trop virulent? Donc la bonne façon de raisonner pour savoir quel est le niveau de virulence optimal d'un parasite pour lui-même, c'est quel est le niveau de virulence qui lui permet de maximiser sa transmission. Si le fait de tuer tout de suite son hôte fait qu'il a pris très vite plein de ressources et il peut infecter plein d'autres nouveaux hôtes à côté. On a vu à Madrid, en 3 jours, il y avait 70% de la population infectée. Donc il était hyper virulent, mais hyper contagieux, hyper transmissible. Et donc le fait d'être virulent
là, augmentait sa transmission. Donc on peut se demander de quoi dépend le niveau, pourquoi il y a quand même des virus qui ne sont pas trop virulents et d'autres qui le sont très. Donc de quoi, on peut se demander quels sont les paramètres qui vont faire qu'un virus ou une bactérie est plus ou moins virulente. Et donc il y a plein de facteurs en fait, qui peuvent jouer sur ce niveau de virulence. Déjà, il y a le mode de transmission. On appelle ça le mode de transmission horizontal ou vertical. Alors, un mode de transmission horizontal, ça va être quand un parasite est transmis des parents aux descendants, verticalement, des parents aux descendants. Et horizontalement, c'est quand le parasite il est transmis aux autres dans la population de sa même génération. Et donc le fait d'être transmis horizontalement ou verticalement, ça change drastiquement le niveau de virulence optimale, puisque évidemment, un parasite qui est transmis des parents aux descendants, s'il empêche son hôte de faire des descendants, s'il le tue rapidement, il ne va pas se transmettre. Donc un virus ou un pathogène qui se transmet des parents aux descendants va être sélectionné pour avoir un niveau de virulence pas trop dommageable, voire devenir mutualiste, puisque s'il est transmis des parents aux descendants, il va être d'autant mieux transmis que son hôte va faire des descendants. Donc il peut devenir mutualiste. Et au contraire, s'il a un mode de transmission horizontal, donc entre les individus dans une population, il peut tuer son hôte. Toute la question, c'est est-ce qu'il arrive, avant de le tuer, de se transmettre à assez d'autres individus. C'est ce qu'on appelle le R0, vous avez entendu parler avec la Covid, qui est le nombre de nouveaux infections que peut faire un virus ou un pathogène qui infecte un hôte donné. Et donc ces champignons-là, qu'on appelle épicloés, ils sont assez intéressants parce qu'ils peuvent être soit à transmission horizontale, soit à transmission verticale. Et quand ils sont à transmission horizontale, c'est-à-dire aux autres individus dans la population, ils stérilisent leurs hôtes. Là, on voit, ils ont stérilisé, ils empêchent l'herbe de faire des graines. Donc, ils ont un coût maximal pour la valeur sélective de la plante en question, puisqu'elle ne fait aucun descendant. Ils ne la tuent pas, mais ils la stérilisent complètement. Mais ces mêmes champignons, quand ils ont transmis de façon verticale des parents aux descendants à travers les graines, là, ils sont carrément mutualistes. Ils produisent des alcaloïdes qui sont toxiques pour les herbivores, et donc ils protègent la plante contre les herbivores. Donc c'est les mêmes champignons, mais suivant qu'ils soient transmis horizontalement ou verticalement, ils ont une virulence maximale, ou au contraire, ils sont devenus mutualistes. Et donc d'ailleurs, ces alcaloïdes produits par ces champignons ont pu avoir aussi des importances énormes sur les sociétés humaines. En particulier, donc, il y a des champignons, les claviceps, qui provoquent l'ergot du seigle, donc ces structures ici, et qui produisent aussi des alcaloïdes et diverses substances, et qui peuvent être par exemple très toxiques pour le bétail, qui provoquent par exemple, on a l'impression qu'ils sont un peu fous. Ça a des effets neurologiques. D'ailleurs, un des molécules dans le LSD est produit par l'ergot du seigle. C'était une drogue aussi utilisée par les Mayas pour avoir des hallucinations. C'est aussi utilisé contre la migraine. Et d'ailleurs, ça produisait aussi une maladie dans les sociétés humaines qu'on appelait le feu de Saint-Antoine. C'était des populations assez pauvres donc, qui mangeaient du pain de seigle. Et donc, quand il était contaminé par l'ergot du seigle, ils avaient, dans les formes les plus graves, des gangrènes, ils avaient leurs organes qui tombaient tout seuls. Et dans des formes un peu plus légères, chroniques, ils avaient des hallucinations, des brûlures, ils avaient l'impression d'être brûlés de l'intérieur. D'ailleurs, on interprète maintenant certains cas de sorcellerie qui étaient peut-être dus à l'ergot du seigle, comme ça. Et on appelait le feu de Saint-Antoine parce qu'en fait, donc ils essayaient d'aller se guérir en allant faire un pèlerinage et donner des offrandes à Saint-Antoine. Effectivement, souvent, ils étaient assez guéris, assez rapidement, mais en fait, parce qu'ils ne mangeaient plus du pain de seigle, du coup, ils allaient dans des endroits où on leur donnait du pain de meilleure qualité, du pain de froment qui n'était pas contaminé à l'ergot de seigle. Et donc ça, c'est des molécules produites par le champignon en tant que mutualiste pour protéger les plantes contre les herbivores, parce qu'effectivement, c'est toxique contre les herbivores qu'apprennent à les reconnaître. Alors, ça ne veut pas dire que tous les parasites à transmission verticale des parents aux descendants sont mutualistes. Ils peuvent aussi manipuler leurs hôtes pour maximiser leur transmission. Tout comportement d'un parasite ou d'un pathogène qui maximise sa transmission, même si c'est aux dépens de l'hôte, va être sélectionné chez le parasite. Et donc, à partir du moment où alors souvent c'est transmis de la mère au descendant, dans l'œuf, dans la graine,
Et donc, tout comportement du parasite qui manipule la reproduction de l'hôte, par exemple, pour augmenter la proportion de femelles dans la descendante de son hôte, va être sélectionné, puisque il est transmis par les œufs, par les graines, et donc plus l'hôte qui l'infecte produit des œufs et des graines, donc plus il est femelle, plus le parasite va être transmis. Et effectivement, il y a plein de parasites comme ça à transmission verticale qui manipulent leurs hôtes. Ils peuvent donc faire un biais de sex ratio chez leurs hôtes, c'est-à-dire faire que les hôtes infectés, les femelles infectées, ne produisent que des femelles et pas moitié de mâles et de femelles. Ils peuvent aussi carrément induire la clonalité, la parthénogénèse chez certains hyménoptères, c'est-à-dire qu'ils manipulent leur hôte qui se reproduit plus de façon sexuée, mais les femelles se clonent toutes seules, donc elles produisent que des femelles, pareil, qui vont toutes transmettre le parasite. Ou carrément, il peut y avoir une féminisation des mâles, c'est-à-dire que les mâles infectés deviennent phénotypiquement femelles et produisent des œufs infectés par le parasite et le pathogène. Donc il y a des bactéries Wolbachia, par exemple, chez les cloportes, ou encore les microsporidies chez les gamars, qui, comme ça, peuvent féminiser les mâles, ce qui augmente évidemment la transmission de ces parasites. Donc là, pour le coup, c'est une transmission verticale des parents aux descendants, mais avec quand même une action virulente des pathogènes et des parasites. Alors, chez les pathogènes à transmission horizontale, donc à travers la population, il peut y avoir aussi des manipulations du comportement de l'hôte par les parasites pour augmenter leur transmission. Par exemple, donc, les microsporidies qui infectent les gamars, donc ils peuvent les féminiser, mais ils changent aussi leur comportement. Par exemple, les gamars infectés, au lieu de rechercher l'obscurité pour se cacher des prédateurs, au contraire, ils recherchent la lumière, ils sont plus facilement mangés par les prédateurs, ce qui permet au parasite de compléter son cycle de vie, qui doit passer par plusieurs hôtes, y compris le prédateur du gamar. Le fait d'éternuer ou d'avoir la diarrhée, évidemment, ça disperse davantage le parasite et le pathogène. On peut considérer que c'est une manipulation du parasite pour sa propre dispersion. Ces champignons Ophiocordyceps qui infectent des fourmis ou divers insectes, donc qui manipulent aussi le comportement de ces insectes. Donc, on a pu montrer que les filaments du champignon vont à l'intérieur du corps, occupent une énorme biomasse à l'intérieur du corps et vont jusqu'au cerveau. Et les filaments vraiment remplacent en quelque sorte les nerfs de l'insecte, manipule son comportement. Et pareil, au lieu de rechercher de s'abriter des prédateurs et de se cacher dans la végétation, les fourmis en question, et on les appelle d'ailleurs les fourmis zombies, quand elles sont affectées comme ça par ces champignons, elles ont un comportement un peu erratique et aberrant, et elles grimpent sur la plus haute herbe qu'elles peuvent trouver, et elles se fixent là et mordent l'herbe et elles ne bougent plus, jusqu'à ce que le champignon, comme ça, produise ses spores. Et c'est bénéfique, ce comportement est bénéfique aux champignons, puisque comme ça, il est très haut, il disperse ses spores le plus loin possible dans la végétation. Et donc, si on reprend notre exemple d'un virus qui pourrait, par exemple, infecter l'être humain, quel est le niveau de virulence optimal pour un parasite pour transmettre un maximum de descendants? Est-ce qu'il vaut être mieux très virulent ou pas virulent, et de quoi ça dépend? Donc en fait, on pense qu'on pourrait dire, a priori, il vaudrait mieux être pas virulent du tout. De toute façon, pour un parasite, pour garder son hôte vivant le plus longtemps, lui prendre un maximum de ressources et qu'il puisse disperser dans la population un maximum de nouveaux petits parasites. Alors on pense que quelque part, c'est pas possible, c'est une espèce de contrainte, c'est-à-dire que la virulence, c'est un peu un compromis indispensable que doit faire le parasite pour prendre des ressources. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend des ressources à l'hôte pour sa propre réplication, ça va faire une virulence, ça va faire une baisse de viabilité ou de fertilité de l'hôte. Donc on peut le représenter comme ça, la transmission va être une fonction proportionnelle à la virulence, parce que c'est proportionnel à la quantité de ressources que prend le parasite. Donc ça a été montré par exemple pour le virus du VIH, pour le VIH, qui a une transmission comme ça. Plus un virus est virulent, plus il est transmis, parce que les deux sont corrélés à la charge virale. C'est-à-dire que plus il y a une charge virale dans un individu, donc, ça veut dire qu'il y a plus de ressources qui ont été prises, donc il est plus virulent et il est mieux transmis, parce que la charge virale est plus élevée. Par contre, évidemment, au bout d'un moment, il va tuer son hôte s'il devient trop virulent. Et donc, il y a un compromis entre
là, si on regarde la durée de l'infection, ben, plus le parasite est virulent, plus l'hôte va quand même mourir plus vite. Et donc, la durée de l'infection va quand même être plus réduite si l'hôte meurt plus vite, si le parasite est plus virulent. Donc, il y a une virulence optimale, hein, qui est un compromis entre le fait de prendre beaucoup de ressources pour se multiplier plus vite, pour être plus transmis, et le fait que si on est trop virulent, au bout d'un moment, l'hôte va mourir. Et donc, il y a une virulence optimale qui est le point de virulence où on a pris un maximum de ressources pendant le maximum de temps avant la mort de l'hôte. Mais ça dépend aussi comment le virus est transmis ou le parasite est transmis. Par exemple, il y a ici, c'est encore des microsporidies qui infectent ces moustiques. De toute façon, ils sont transmis dans l'environnement qu'à partir du moment où ils font exploser leur hôte, le moustique. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas être transmis s'ils n'ont pas tué leur hôte. Donc, ils prennent un maximum de ressources pour faire un maximum de microsporidies dans le moustique avant qu'il éclate. Donc là, la virulence optimale du parasite, c'est une virulence maximale. Par contre, pour un parasite comme ici la myxomatose du lapin, il est transmis par contact entre les lapins. Donc là, évidemment, s'il y a une virulence trop élevée, le lapin il va rester dans son coin, il va mourir rapidement, et il ne pourra pas transmettre le virus puisqu'il n'aura pas été en contact avec d'autres individus. Et donc, par exemple, on avait introduit la myxomatose en Australie pour contrôler la population des lapins. On avait introduit un virus hyper virulent. Et en fait, il a évolué vers une virulence plus faible parce que justement, c'était les mutants du virus avec une virulence plus faible qui étaient le mieux transmis parce qu'ils avaient plus de temps de se transmettre par des contacts entre individus avant que le lapin meure. Ça peut être le cas aussi sur d'autres maladies. Par exemple, cette maladie dont je vous avais déjà parlé, le charbon des anthères des Caryophyllacées, de ces plantes-là. Donc, c'est un champignon qui produit ses spores dans les anthères à la place du pollen. Donc, ce champignon stérilise la plante, hein, il l'empêche de produire du pollen et des graines, et il se transmet par les pollinisateurs. Donc, c'est un peu une maladie sexuellement transmissible des plantes. Et là, pour le coup, c'est un peu pareil que la myxomatose, c'est-à-dire qu'il peut être transmis que s'il y a un contact via les pollinisateurs entre une plante infectée et une plante saine. Et en fait, on a pu montrer que les plantes infectées, pour le coup, là, vivaient plus longtemps que les plantes saines. En fait, le champignon réalloue les ressources qui sont normalement utilisées par la plante pour produire des graines et du pollen. Il les réalloue à une survie plus grande de la plante, ce qui augmente sa propre transmission. Hein. Si la plante vit 2 ou 3 ans de plus, elle va transmettre les spores pendant 2 ou 3 ans de plus. Alors que les graines ou le pollen lui sert absolument à rien, donc il empêche complètement la plante de le produire. Donc il a une virulence maximum, puisque la plante va faire aucun descendant. Mais elle survit plus longtemps, elle vit plus longtemps, juste pour transmettre le pathogène. Et donc, comme on a vu, hein, la taille des populations hôtes, c'est aussi un facteur extrêmement important dans la virulence. Plus un hôte localement est abondant à des individus, plus la virulence optimale va être élevée, parce que donc dans une petite population, un virus très virulent, il va très rapidement avoir plus d'hôtes à infecter, alors que dans une grande taille de population, il peut infecter toujours plus d'hôtes. Et donc effectivement, il y a plus de pathogènes et plus virulents dans les tailles de population plus élevées. Un autre paramètre qui joue sur la virulence des pathogènes, c'est la capacité de dormance du parasite. C'est-à-dire un parasite qui ne se maintient pas en dehors de son hôte, s'il est trop virulent et qu'il tue tous les hôtes d'une population, il va disparaître avec la population hôte. Alors que s'il a des organes dormants qui lui permettent de résister dans l'environnement et d'attendre que d'autres hôtes arrivent, il peut se permettre d'être plus virulent, il ne va pas être éteint aussi vite. Donc on a appelé ça, on l'a relié à la malédiction des pharaons, hein, avec l'effet de la légende que les découvreurs de pharaons étaient morts très vite d'une maladie mystérieuse, qui aurait pu être interprétée comme une maladie mystérieuse, comme un parasite avec une dormance hyper longue, mais hyper virulent. Ça n'a pas été démontré, hein, mais on appelle ça l'effet de la capacité de dormance des parasites sur la virulence, l'effet de la malédiction des pharaons. Un autre facteur important qui joue sur la virulence, c'est ce qu'on appelle les infections multiples, c'est-à-dire si le fait, c'est un hôte donné, peut être infecté par différents variants génétiques du même pathogène.
Donc si on reprend notre idée de tout à l'heure, où on regarde la reproduction du parasite dans l'hôte en fonction du temps. Donc on a ici un parasite de assez faible virulence, donc qui va infecter son hôte jusqu'à ce qu'il le tue. Donc il aura produit cette quantité de parasites, il sera transmis cette quantité. Si on regarde un parasite plus virulent, de même espèce de parasite, un autre variant génétique, donc il va être plus virulent, donc il va prendre plus rapidement plus de ressources, mais du coup il va tuer son hôte plus vite. Donc là, si on regarde chacun, on voit bien que s'ils sont chacun tout seuls dans leur hôte, ben, ce parasite de virulence un peu plus faible, il aura un avantage, il se sera mieux transmis, puisqu'il aura effectivement gardé son hôte vivant un peu plus longtemps. Et donc il se sera transmis pendant plus de temps. Par contre, si on trouve les deux variants génétiques dans le même hôte, dans le même individu, ben, de toute façon, l'hôte, il meurt à ce moment-là. Et donc au moment où cet individu-là meurt, ben, c'est le variant génétique le plus virulent qui se sera le plus transmis. Donc s'il y a souvent comme ça des co-infections de différents variants génétiques, ben, ça va sélectionner pour une plus grande virulence. Parce que ben, s'il y a un mélange de deux variants génétiques dans un hôte, c'est le plus virulent qui se sera le plus transmis à la mort de l'hôte. Et donc s'il y a comme ça souvent des infections multiples fréquentes dans une population, des co-infections, ben, on va sélectionner il y a une sélection pour une plus grande virulence par rapport à des cas où il n'y a toujours qu'un seul variant génétique dans un hôte donné. On sélectionne, on pousse la courbe, on sélectionne pour une plus grande virulence. Donc on avait essayé de tester cette hypothèse théorique, issue de modèle théorique chez ce champignon, que j'étudie assez régulièrement. Donc, on voit ici les spores du champignon qui sont produits dans les anthères de la plante. Et donc on a regardé dans les populations naturelles, donc ces plantes, le compagnon blanc, est-ce qu'elles avaient des infections multiples ou pas? Est-ce qu'elles pouvaient être infectées par différents variants génétiques du champignon? Donc là, vous voyez, c'est des plantes assez grandes, de bord de route, avec plein de tiges. Et donc les plantes peuvent être complètement malades. Toutes les fleurs là portent les spores du champignon. Et donc on a étudié avec des marqueurs génétiques pour voir si c'est différents variants qui infectaient différentes fleurs de la même plante. Et donc effectivement, on a trouvé que dans beaucoup de plantes, on ne trouvait qu'un seul variant génétique du champignon, mais dans beaucoup de plantes, on en trouvait 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9 variants génétiques différents dans la même plante. Donc qui se partageaient les ressources, qui étaient en compétition pour les ressources dans la même plante. Et donc on a comparé la virulence du champignon, suivant si les plantes avaient un seul variant génétique ou plusieurs. Et effectivement, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une plus grande virulence quand il y avait plus de variants génétiques dans la plante. Donc, par exemple, on a compté le nombre de spores qui étaient produites par fleur, et donc plus le champignon produit des spores, plus il a pris des ressources à la plante pour en produire. Et quand il y a un seul variant génétique, il produit plus de spores qu'en infection simple. Donc il est plus virulent, il a pris plus de ressources à la plante. Et si on regarde le pourcentage de branches stérilisées, alors, donc ce qui est intéressant aussi dans ce système, vous voyez ici, il peut y avoir des plantes où il y a des branches qui sont saines, qui arrivent à se reproduire, à produire des graines ici. Et là, on voit une branche infectée qui n'a pas produit de graines, mais qui produit les spores du champignon. Et donc si on regarde dans les plantes le pourcentage de branches comme ça qui sont malades, elles sont beaucoup plus grandes quand il y a plus de variants génétiques que quand il y a un seul. Et donc c'est intéressant, c'est comme si le champignon pathogène sentait s'il était en compétition avec d'autres individus parasites dans la plante et adaptait en temps réel son comportement et devenait plus virulent si il sentait qu'il avait des compétiteurs dans la plante hôte. Donc c'est un comportement, ce qu'on appelle un peu plastique, et donc a été sélectionné en amont. Et donc effectivement, là, la virulence est plus élevée quand il y a plus de variants génétiques dans la plante. On peut regarder ce qui s'est passé aussi avec le virus de la Covid-19. Donc il y a des équipes françaises qui ont étudié un peu le rapport justement entre la contagiosité, donc la transmission du parasite et sa virulence, avec les différents variants, le variant initial A1 et les variants alpha, bêta, gamma, delta. Et on voit qu'ils suivent extrêmement bien cette courbe de plus il est virulent, plus il est contagieux, donc plus il prend de ressources à l'autre, plus il arrive à augmenter sa transmission. Et il suit bien une belle courbe où là, c'est pas viable. Si on est trop virulent, trop contagieux, et pas assez contagieux, on n'arrive pas
à se transmettre assez. Et alors, donc, si on arrive à plotter sur ce graphe le dernier variant, à Omicron, alors lui, il ne paraît pas collé dans la courbe, hein. Il est très contagieux et très peu virulent dans une zone qui est a priori prédite par les modèles comme étant non viable pour le virus. Mais en fait, c'est qu'il est plus contagieux, pas parce qu'intrinsèquement il est plus contagieux, mais parce qu'il a échappé à l'immunité acquise par les autres variants, qui était moins le cas par ces. Donc c'est plutôt, il est contagieux, mais sur un troisième axe qui est l'évasion immunitaire, hein, et qui n'est pas sa contagiosité intrinsèque comme on pouvait le mesurer ici sur les variants précédents. Et effectivement, hein, si on plotte par exemple les différents variants, encore une fois, donc alpha, bêta, gamma, omicron, sur une espèce de carte antigénique, c'est-à-dire que sur ce graphe, plus deux variants sont proches, plus en fait ils sont empêchés. C'est-à-dire que ici, si quelqu'un a déjà eu le variant alpha, ben, il va être assez protégé contre le variant gamma qui est juste à côté. Par contre, il va être moins protégé contre le variant delta qui est plus loin. Plus les variants sont proches ici, plus l'immunité qu'ils ont induit chez l'hôte va protéger un variant proche. Et on voit que Omicron, effectivement, est très loin de tout cela. C'est-à-dire que l'immunité acquise par les hôtes due à des infections à ces variants-là protège très peu contre Omicron. Et donc, ce qui était aussi intéressant, donc on peut, de la même façon qu'on avait vu, hein, on construit des phylogénies, c'est-à-dire on regarde la similitude génétique entre les variants pour construire leur histoire évolutive. Et contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu s'attendre, aucun des variants préoccupants qui sont apparus ne descendait d'un variant préoccupant précédent. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le bêta soit issu des variants alpha et que le gamma soit issu lui-même des variants bêta. Et en fait, on voit qu'ils se branchent tous assez loin, assez anciennement dans la phylogénie, c'est-à-dire qu'ils ne dérivent pas les uns des autres, mais ils dérivent d'un pool de variants génétiques qui historiquement avaient émergé un peu avant. Une autre façon de le voir ici, donc pareil, on reconstruit la similitude génétique des différents variants. Quand on séquence avec un test PCR les variants, on peut du coup, après, on a un autre avantage, c'est qu'on a la séquence et on peut reconstruire l'arbre généalogique de ces variants. Et on voit bien, encore une fois, un Omicron, il ne dérive pas ni de alpha ni de delta. On voit qu'ils se branchent très anciennement dans cette généalogie, c'est-à-dire qu'ils dérivent tous d'un pool indépendamment et pas les uns des autres. Donc, plus globalement, on peut faire le même genre d'études en construisant la généalogie des variants qui ont infecté les populations humaines avec celles qui infectent d'autres populations animales. Et donc, de la même façon, plus les variants, les virus sont proches, plus génétiquement ils sont proches et donc plus ils partagent un ancêtre commun récent. Donc, on voit ici quelques variants qui ont infecté les populations humaines. Ici, des variants qui ont infecté des chauves-souris, ici les pangolins et d'autres chauves-souris. Et donc, on voit bien que les variants humains sont les plus proches de ce qu'on connaît actuellement, qui est infecté des chauves-souris. Et donc, il y a même une étude de l'Institut Pasteur très récente qui a montré que donc, ceux qu'on trouve les plus proches des variants humains, c'est ces chauves-souris du Laos, et très proches génétiquement vraiment des variants humains, avec seulement une ou deux différences dans le domaine de la protéine spike, dont vous savez qu'elle est essentielle pour l'infection des populations humaines parce qu'elle se lie à un récepteur humain. Donc on a vu l'évolution des parasites et des pathogènes, la coévolution, l'évolution de la virulence. Et donc maintenant, on va essayer de voir un peu différents cas de maladies émergentes, c'est-à-dire des nouvelles maladies qui n'existaient pas sur des nouveaux hôtes, et donc à quoi c'est dû. En particulier, certains sont dus donc à des invasions biologiques, c'est-à-dire des transports par le commerce de plantes, par exemple, par le déplacement des populations humaines. Donc des invasions biologiques, donc des transports d'un pathogène dans un nouveau continent où il n'existait pas jusque-là, ou des changements d'hôte, c'est-à-dire le parasite qui change d'hôte, qui infecte tout d'un coup un nouvel hôte et donc qui cause une maladie émergente sur ce nouvel hôte. Donc il y a plein de maladies émergentes actuellement et qui sont dues par exemple à des invasions biologiques. Donc, on avait déjà vu le chancre du châtaignier, donc c'est un champignon, le Cryphonectria,
qui vient d'Asie et qui a envahi l'Europe et les États-Unis et l'Amérique du Nord. Donc en Europe, il n'est pas trop virulent, il ne cause pas trop de dégâts sur les châtaigniers parce qu'il est lui-même infecté par un virus qui le rend hypovirulent. Et par contre, en Amérique du Nord, donc il est hyper virulent et il a complètement décimé tous les châtaigniers alors que c'était une espèce assez dominante au siècle dernier. Le Phytophthora, donc c'est pareil, une maladie qui est en train de se disperser dans le monde entier et qui vraiment cause des dégâts énormes sur les forêts parce que c'est un pathogène très généraliste qui peut attaquer plein d'espèces d'arbres dans les forêts. Et donc à tel point qu'en Australie, par exemple, on n'a plus le droit de rentrer dans certaines forêts tellement ils ont peur qu'on disperse les spores de ce pathogène. Ou alors il faut vraiment se laver les pieds, vraiment pas sortir des bouts de bois ou de n'importe quoi de la forêt, tellement ce champignon se répand à une vitesse effroyable et décime vraiment les forêts entières. Donc, il y a aussi des maladies sur les cultures qui sont liées à ces maladies émergentes, c'est à cause d'invasions biologiques. Donc là, par exemple, une maladie sur le blé au Bangladesh. Donc au Bangladesh, au Pakistan, il y a vraiment des maladies hyper virulentes sur le blé. Et donc là, ils sont obligés de brûler toutes les cultures, tellement ils ont peur que ça se disperse, ça se répand à une vitesse effroyable. Donc là, je vais principalement parler des champignons, des maladies de champignons sur les plantes. Donc là, vous voyez une courbe qui avait été faite en 2012 sur les alertes de maladies émergentes des champignons sur les plantes et sur les animaux. Alors, les champignons n'affectent pas trop les animaux en général parce que les champignons n'arrivent pas, et en particulier les homéothermes, parce qu'il est très embêté par la température, 38 degrés, 37 degrés, c'est trop élevé pour eux, ils n'arrivent pas bien à infecter. Donc à part les animaux à sang froid, les batraciens, par exemple, sont extrêmement menacés par cette chytridiomycose. Et par exemple, les chauves-souris ont une maladie qu'on appelle du nez blanc, parce que c'est une extrémité pas très chaude, assez froide, et là, le champignon arrive à infecter. Pareil, c'est un champignon envahissant qui est en train de décimer des chauves-souris à travers la planète. Mais donc, par contre, sur les plantes, c'est des grands parasites et pathogènes de plantes et qui causent beaucoup de maladies émergentes dans les écosystèmes naturels et sur les cultures. Donc les champignons, si on reprend notre arbre de la vie, avec les trois grands domaines, donc si on retrace les proximités génétiques de tous les organismes vivants sur Terre, donc on trouve trois domaines, deux domaines de bactéries, le domaine des eucaryotes avec les plantes ici qui forment un tout petit rameau, les animaux ici, et les champignons en fait sont vraiment un groupe frère les champignons sont vraiment un groupe frère des animaux et pas du tout proches des plantes comme les botanistes l'ont longtemps supposé parce que les champignons ne bougent pas. Donc c'est vraiment un groupe frère des animaux. Mais pendant longtemps, on a appelé aussi champignons des zoomycètes. Donc par exemple, le mildiou de la vigne, le Phytophthora, ce n'est pas des champignons. Alors, ils ressemblent beaucoup, ils ont été étudiés beaucoup par des mycologues pendant très longtemps et encore maintenant. Ils causent aussi beaucoup de maladies sur les plantes. Mais vous voyez aussi, génétiquement, phylogénétiquement, ils sont extrêmement loin des champignons. Et ça, on s'en est aperçu. De la même façon qu'on s'est aperçu que les champignons étaient très proches des animaux, seulement quand on a eu accès à l'information génétique et qu'on a été capable de retracer ces arbres généalogiques, de la même façon, on s'est aperçu que les zoomycètes étaient un groupe très, très éloigné génétiquement des champignons. Et plus proche en fait des algues brunes et pour le coup des plantes. Et donc c'est Phytophthora, c'est Plasmopara. Et donc chez les champignons, il y a donc proche des animaux, il y a deux grands groupes principaux, ce qu'on appelle les basidiomycètes, donc qui sont les champignons qu'on trouve dans les forêts, qui font les carpophores que vous ramassez, les rouilles. Là, le champignon dont je vous parlais, ce qu'on appelle les charbons aussi, c'est des basidiomycètes. Mais les principaux pathogènes de culture ou de plantes, c'est ce qu'on appelle les ascomycètes et toutes les pourritures. Par exemple, le venturial, la tablure du pommier, la pourriture des légumineuses, le botrytis sur la vigne et sur pas mal de cultures. Donc, les champignons sont pas mal de basidiomycètes qui sont symbiotiques des plantes, on avait vu, qui au contraire ont une relation mutualiste avec les plantes et beaucoup d'arbres ou de plantes ne peuvent pas pousser sans leurs champignons mutualistes. Et au contraire, il y a beaucoup de champignons pathogènes des plantes. Donc on va voir quelques exemples d'invasions biologiques qui ont créé des nouvelles maladies de plantes dans des nouvelles régions.
Donc souvent, il y a une région qu'on appelle native du pathogène, où il y a de la diversité génétique, le pathogène est là depuis très longtemps, il a coévolué avec ces plantes hôtes, et puis tout d'un coup, il y a des dispersions par l'homme, par exemple, dans d'autres continents. Donc souvent, on a une perte de diversité génétique, puisqu'il n'y a que quelques individus qui ont été introduits par rapport aux populations natives, et parfois, il change d'hôte, il cause une maladie sur un nouvel hôte, ou il devient plus virulent, et il cause une nouvelle maladie. Donc on a étudié en particulier l'invasion du mildiou de la vigne, donc un noomycète, un peu proche des algues vertes, qui cause des gros dégâts sur les cultures, sur les vignobles du monde entier, et qui a été envahi depuis qui a envahi l'Europe et le reste du monde depuis l'Amérique du Nord. Et donc on s'est demandé quel a été le scénario d'invasion du mildiou, comment ça s'est passé. Donc aux États-Unis, il y a plusieurs vignes sauvages. Donc il y a, par exemple, on les appelle avec leur nom latin, Estivalis, Riparia, Vinifera, Vulpina. Donc on a représenté ici dans différentes couleurs. On voit ici les vignes sauvages et elles ont chacun des populations de mildiou de cette oomycète qu'on appelle Plasmopara viticola et qui infecte aussi, qui parasite les vignobles du monde entier. Donc on a collecté des souches dans tous les vignobles du monde entier et presque et dans les vignes natives d'Amérique du Nord. Et en fait, donc on sait à peu près quand est arrivé le mildiou. Il est arrivé au siècle dernier quand donc il y a eu une maladie sur les vignes qui était due à ce petit insecte, le Phylloxera, et qui causait une maladie sur les vignes assez embêtante. Et donc les Européens ont importé d'Amérique du Nord des porte-greffes résistants au mildiou et au Phylloxera. Et en important ces porte-greffes résistants au Phylloxera, de façon involontaire, ils ont importé du mildiou et qui s'est dispersé en Europe. Donc on a essayé de regarder, est-ce qu'ils ont apporté du mildiou, de quelle espèce de vigne sauvage, de toutes les espèces de vignes sauvages, avec ou pas de perte de diversité, de changement de plantes hôtes, comment ça s'était passé. Donc, si on regarde le mildiou qui est présent aux États-Unis sur différentes vignes sauvages, on voit qu'il y a différentes lignées ici. Donc ça, c'est les variants génétiques du mildiou, de Plasmopara viticola. Et la couleur correspond à la plante hôte, la vigne sauvage où ils ont été collectés. Et donc on voit que, encore une fois, ça représente la proximité génétique. Plus 2 points sont proches dans l'arbre, plus ils sont proches génétiquement, plus ils ont un ancêtre commun récent. Et donc on voit qu'il y a des groupes par couleur de plantes hôtes de vignes sauvages. Donc il y a bien des lignées différenciées du pathogène pour chacune des espèces de vignes sauvages aux États-Unis. Donc en gros, c'est des espèces différentes. Il y a des espèces différentes de Plasmopara. Chacune est spécialisée sur sa vigne sauvage aux États-Unis. Et si on regarde où se branchent les populations envahissantes dans la vigne cultivée en Europe, elles sont toutes ici. Donc en fait, elles viennent toutes d'une seule des espèces de vignes sauvages, et même qu'une seule d'un petit sous-ensemble de cette population des vignes sauvages des États-Unis. Et donc elle a changé d'hôte, elle a infecté une autre espèce qui est la vigne cultivée en Europe. Et donc si on essaie de retracer un peu plus l'histoire avec des marqueurs génétiques, donc on a collecté du Plasmopara viticula un peu partout, on a génotypé avec des variants génétiques, on a regardé avec des marqueurs génétiques et on a regardé quelles souches se ressemblaient plus ou moins. Donc on a différentes façons de représenter ça. Donc on avait déjà vu cette façon. Donc là on a une ligne verticale par souche de Plasmopara viticula qui a été collectée. Et on fait des groupes de couleurs qui correspondent aux souches du pathogène qui se ressemblent le plus. Et donc on a un groupe noir ici, qui est génétiquement différent du groupe jaune, qui est génétiquement différent du groupe rouge, qui est génétiquement différent du groupe bleu, etc. Et donc on s'aperçoit qu'on a ici les différentes vignes sauvages, qui sont effectivement génétiquement différents. Et au sein des vignobles, on a aussi des groupes génétiques un peu différents. Et on peut regarder ici, et effectivement, on a un groupe génétique, en gros, par vignoble, par région, grosse région dans le monde. Une autre façon de représenter la proximité génétique, c'est ici, en fait, on résume en 2 dimensions toute l'information génétique qu'on a avec nos marqueurs génétiques. Et donc, pareil, plus des points sont proches sur ce plot, plus ils sont proches génétiquement. Et donc, de la même façon, on voit que les populations natives sur l'espèce de vigne sauvage Labrusca
elle forme un groupe homogène ici. Sur l'espèce vinifera aux États-Unis, il se regroupe ici. Sur l'espèce estivalis, il se regroupe ici. Et ici, on a toutes les populations envahissantes du monde entier. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a très peu de diversité génétique ici. Même si on arrive à faire des groupes génétiques un peu différenciés, toutes les populations envahissantes, là, elles sont quand même très proches génétiquement les unes des autres. Et elles sont très éloignées de ces groupes qui sont sur les espèces de vignes sauvages aux États-Unis, sauf de ce groupe-là en jaune, qui indique bien qu'effectivement, c'est cette population de pathogènes sur cette vigne sauvage-là qui a envahi les populations dans les vignobles du monde entier. Et donc si on essaye de séparer un peu ces populations envahissantes en représentant que celles-là sur les deux axes, ici on enlève les populations natives pour arriver à éclater un peu ce groupe-là et voir les proximités génétiques. Donc c'est ce qui est là ici. Effectivement, on voit que les groupes de différentes couleurs sont homogènes entre eux et différenciés des autres groupes des différentes couleurs. Il y a eu effectivement une invasion à partir de seulement quelques souches d'une seule espèce de vigne sauvage aux États-Unis, mais après, il y a eu quand même une différenciation quand les souches ont envahi le monde entier. Donc on a essayé de chercher à comprendre comment s'était fait la dispersion. Est-ce que les souches de vignes sauvages ici ont envahi chaque vignoble indépendamment, ou est-ce qu'ils ont d'abord envahi l'Europe avec avec l'import de porte-greffes résistants, et de là ils ont envahi le reste du monde entier, ou est-ce qu'il y a eu des sauts intermédiaires? Donc déjà, on s'est focalisé sur l'Europe. Est-ce qu'il y avait regardé la structure génétique en Europe? Et de façon assez intéressante. Donc là, encore une fois, en regardant que l'Europe, on a une barre par souche qui a été récoltée et une couleur par groupe génétique. Donc on voit qu'il y a deux groupes génétiques quand même qui correspondent à Est-Ouest, avec donc c'est pas deux groupes complètement distincts puisqu'il y a un peu un gradient au niveau intermédiaire, et qui correspond en fait assez bien à la structure politique. Pendant très longtemps, il y a eu très peu d'échanges commerciaux entre ces deux groupes politiques, et qui correspond du coup qui a permis une différenciation génétique de ces pathogènes. Et on trouve ça chez pas mal d'autres organismes envahissants. Par exemple, on a étudié l'ambroisie aussi, qui est une plante envahissante très allergène, donc très gênante. Et on a trouvé aussi une différenciation comme ça très nette entre les groupes Est et Ouest, dû à le manque un moindre échange commerciaux entre les groupes Est et Ouest pendant très longtemps. Et donc on a essayé de comprendre à l'échelle mondiale comment s'est fait la dispersion du mildiou entre les vignobles. Et alors pour ça, on utilise maintenant des approches statistiques très puissantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on établit plein de scénarios différents. Donc on dit peut-être que c'est venu d'abord des États-Unis, en Europe, puis après ça a dispersé dans les vignobles du monde entier, ou peut-être c'est arrivé des États-Unis directement, à chaque fois indépendamment dans les vignobles, ou peut-être que c'est arrivé d'abord en Afrique du Sud, puis après en Europe, puis après là, puis après là. Donc on construit comme ça les différents scénarios généalogiques, on simule plein de séquences génétiques suivant ces différents scénarios, et on regarde quel scénario produit des données génétiques qui sont les plus proches des données observées réelles génétiques. Et donc c'est ce qu'on voit ici. On a plein de points qui correspondent à toutes les simulations qu'on a faites sur tous les scénarios différents et nos données observées en jaune. Et donc le scénario qui produit les données dans lesquelles tombent nos données observées doit correspondre au scénario le plus probable d'invasion. Et donc le scénario favorisé qui apparaissait le plus probable, qui expliquait le mieux nos données génétiques, c'était celui-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un import du mildiou en Europe de l'Ouest d'abord, donc probablement avec ses porte-greffes résistants au phylloxéra, puis un petit saut en Europe de l'Est, puis depuis l'Europe, on n'est pas arrivé à distinguer si c'était depuis l'Europe de l'Ouest, de l'Est, ou les deux. Il n'y avait pas assez de différenciation entre les deux groupes Est-Ouest pour arriver à faire la différence. Mais en tout cas, depuis l'Europe, il y a eu, par les échanges commerciaux, les imports de cépages européens très connus dans les différents vignobles, import du mildiou aussi. Et seulement donc en Amérique du Sud, probablement ici, le mildiou n'est pas de l'Europe ni directement des États-Unis, mais plutôt un saut secondaire depuis l'Australie. Donc on arrive maintenant avec des marqueurs génétiques, des approches statistiques à reconstruire vraiment finement et avec un très grand pouvoir statistique le scénario des invasions biologiques.
Et donc, si on regarde la diversité génétique dans les populations natives du pathogène sur les différentes espèces de vignes sauvages et dans les différents vignobles, et ça, c'est donc l'espèce de vigne sauvage dont vient le mildiou sur les vignobles, on voit qu'il y a une baisse de diversité génétique dans les populations envahissantes, et d'autant plus qu'on est plus loin dans les scénarios, dans les sauts de scénarios. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, une baisse de diversité génétique lors des invasions. D'ailleurs, pendant longtemps, ça a été un peu un paradoxe. On s'est dit, mais comment est-ce que des populations peuvent devenir envahissantes alors qu'elles ont perdu de la diversité génétique par rapport à leur population native? Alors, donc, on a essayé d'étudier un peu donc, sur ces champignons pathogènes ou homicèdes pathogènes, de voir un peu qu'est-ce qui s'était passé quand ils sont devenus envahissants lors d'une invasion biologique. Donc on voit ici qu'il y avait pas mal de cas en marron où on n'avait pas de données, mais quand on avait des données, il y en a beaucoup qui avaient changé d'hôte, donc ils causaient une nouvelle maladie sur un nouvel hôte. Par exemple, le chancre du châtaignier, il parasitait en Asie une autre espèce de châtaignier, il a changé d'espèce, il est devenu plus virulent. Souvent, ils ont changé de mode de reproduction, ils sont devenus par exemple souvent clonaux, ils se reproduisent sans reproduction sexuée. Ils ont perdu souvent la diversité génétique, et pourtant ils sont devenus envahissants. Et donc ils ont perdu la diversité génétique, mais souvent il y a eu des introductions multiples de différentes populations. Et donc ça restaurait quand même de la diversité génétique. Et souvent il y avait des hybridations entre des espèces différentes ou entre des populations différentes, ce qui permettait quand même de nouvelles combinaisons génétiques et restaurer un peu de diversité génétique. Et une autre explication à ce paradoxe, alors plus dans les plantes ou les animaux envahissants, c'est que donc, quand ils arrivent dans un nouveau territoire, en fait, ils laissent leurs ennemis derrière. C'est-à-dire que dans leur région native, souvent, ils sont contrôlés par leurs propres parasites, leurs pathogènes, leurs prédateurs, alors que dans un nouvel environnement qu'ils envahissent, des fois, ils n'ont plus de pathogènes, plus de prédateurs, ce qui leur permet d'être écologiquement dominants. Alors on va voir quelques études qu'on a fait, donc un peu plus pointues sur des études qu'on a fait sur donc ce champignon sur lequel on travaille dans mon équipe, qu'on appelle Microbotrium, le charbon des anthères. Donc là vous voyez un dessin fait par Charles Darwin dans une de ses correspondances qu'il avait avec Lydia Baker. Il s'était intéressé à ce champignon, alors moins en tant que pathogène, mais parce qu'il changeait le sexe phénotypique de la plante. Donc cette espèce de plante, le compagnon blanc, elle est dioïque, c'est-à-dire qu'elle fait des plantes mâles et des plantes femelles. Il n'y a pas des fleurs mâles et femelles sur les mêmes plantes. Et les fleurs sont que mâles ou que femelles. Mais comme le champignon se produit dans les anthères, les plantes femelles, ça serait un peu un cul-de-sac pour lui. Il ne peut pas produire ses spores. Et bien, il change le sexe de la plante. Les plantes femelles, leurs ovaires deviennent avortés, elles ne produisent pas de graines, et elles produisent des anthères que normalement ne produisent pas les plantes femelles, mais les plantes mâles. Et donc, ils manipulent la plante pour lui faire produire des anthères et des spores, au lieu qu'elle produise son pollen ou ses graines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il infecte un très grand nombre d'espèces de plantes différentes. Alors pendant longtemps, comme beaucoup de pathogènes, comme beaucoup de champignons pathogènes, on a pensé que c'était une seule espèce du pathogène qui était généraliste et qui pouvait infecter toutes ces plantes. On voit là les spores du champignon dans des œillets, dans des silènes, dans des lichnis, dans des stellaires, dans des cnosia, donc plein de genres différents, plutôt dans les cariophyllacées. Et donc on a cru que c'était une seule espèce. Morphologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence chez les champignons, même entre espèces assez éloignées. Et ce champignon a aussi envahi, il est aussi devenu envahissant, et il est natif d'Europe. La plante et le champignon sont natifs d'Europe, mais la plante et le champignon ont envahi l'Amérique du Nord. La plante, beaucoup avant, est de façon plus étendue que le champignon. Donc ici, on a récolté des souches du champignon et là, et du champignon aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut servir par exemple des herbiers, parce que pendant très longtemps, en fait, la maladie n'était pas très reconnue par les botanistes. Ils ramassaient les plantes, qu'elles soient malades ou saines. Ils ne se rendaient pas vraiment compte qu'il y avait du champignon et que la plante était malade. Il y a même certaines espèces dont le type qui a été décrit par les taxonomistes inclut dans la description qu'il a des spores violettes.
Donc le type est un individu malade qui a des symptômes. Et donc dans le type et la description de l'espèce, en fait, c'est la description de la maladie. Et donc on peut retrouver dans les herbiers les plantes et la maladie, et qui n'étaient pas reconnues. Donc on peut penser qu'il n'y avait pas trop de sur- ou sous-représentation des plantes malades. Peut-être un peu même de surreprésentation, parce que souvent les gens trouvent la plante un peu plus jolie avec ses spores violettes. Et donc on a regardé un peu, par exemple dans les herbiers du muséum, à partir de quand on s'est mis à récolter la plante aux États-Unis, et à partir de quel moment les plantes étaient infectées dans les herbiers. Et donc apparemment, la maladie est arrivée beaucoup plus tard que la plante aux États-Unis, et elle est restreinte vraiment à l'est des États-Unis, alors que la plante a envahi à peu près tout le pays. Et donc on sait à peu près à partir de quand elle a envahi les États-Unis. On peut retracer sa dynamique et l'invasion sur la plante. Et on a essayé avec des marqueurs génétiques d'essayer de retracer son histoire et de savoir d'où elle venait en Europe. Est-ce qu'il y a eu plein d'introductions de différents endroits ou une seule introduction d'une seule population? Donc on a fait la même chose, on a pris plein d'échantillons, on a analysé avec des marqueurs génétiques, et on a refait le même type d'analyse où ici on a un individu champignon, chaque ligne verticale est un individu champignon, et les couleurs représentent les groupes génétiques homogènes différents des groupes d'autres couleurs. Et donc on voit qu'il y a des groupes assez différenciés en Europe, suivant les pays. Donc ici on a les groupes génétiques représentés en Europe avec différentes couleurs, et on voit le groupe aux États-Unis, ils sont tous bleus, qui correspond au groupe écossais. Et donc on peut en déduire que c'est seulement une population écossaise qui a envahi les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a très peu de variabilité génétique. Il y a probablement que juste 2-3 individus champignons qui ont été introduits et qui sont en train d'envahir les États-Unis. Donc là, c'était les maladies émergentes par invasion biologique et par changement d'hôte. Alors c'est aussi un aspect intéressant à étudier chez les pathogènes, comment ils se diversifient, par quel mécanisme évolutif sur les hôtes différents. Et donc on peut regarder en particulier, est-ce que les parasites ont codivergé avec leurs hôtes. On a ici une phylogénie en noir des plantes hôtes, par exemple, et en rouge du parasite. Donc il peut y avoir une codiversification, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la plante forme des nouvelles espèces, le parasite, il fait des espèces spécialistes sur la plante. Ou alors, un autre cas extrême, à un moment, il y a un parasite qui arrive dans un groupe de plantes déjà diversifiées, et il se met à faire des sauts d'hôtes, des changements d'hôtes, et il se met à spécialiser en changeant d'hôtes sur différentes plantes hôtes. Et alors pendant longtemps, il y a eu un peu une confusion entre la coévolution et ce qu'on appelle là la codivergence, la cospéciation. Les scientifiques supposaient un peu que comme il y avait beaucoup de coévolution entre les hôtes et le parasite, il devait y avoir de la codivergence, que c'était un peu la même chose. Et d'ailleurs, ils utilisent de façon indifférenciée souvent coévolution pour cette codivergence. Alors qu'a priori, il n'y a aucune raison. Il peut très bien y avoir de la coévolution qui est vraiment à l'échelle d'une population, à court terme, une sélection réciproque de l'un sur l'autre, et que ça résulte dans des changements d'hôtes. Et on peut même imaginer que ça serait plus probable qu'un parasite échappe à la résistance aux hôtes en sautant sur un nouvel hôte, plutôt qu'à long terme de la codivergence. Et pourtant, pendant longtemps, les scientifiques ont supposé que, puisqu'il y avait de la coévolution, il devait y avoir de la codivergence dans la plupart des systèmes hôtes parasites. Et ça a été une des premières études qui a été faite pour vérifier que ça se passait bien comme ça, a effectivement montré de la codivergence. C'était entre des poux et des gaufres, des petits mammifères, où ils ont effectivement trouvé, c'est-à-dire que quand on reconstruit la généalogie, la phylogénie des hôtes et des parasites, on trouve que ça se superpose complètement. C'est les mêmes relations génétiques et les mêmes datations de temps. Ça s'est produit au même moment. Et en fait, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui sont faites et on ne le retrouve pratiquement jamais ce cas-là. Pratiquement de toutes les relations hôtes-parasites, c'est plutôt des sauts d'hôtes qui ont mené à la diversification, à la spécialisation des parasites. C'est le cas, par exemple, donc chez mes champignons préférés, le charbon des anthères. Vous voyez ici la phylogénie des plantes hôtes, avec les silènes, les œillets. Donc, encore une fois, plus ils sont proches dans l'arbre, plus ils sont proches génétiquement, plus ils ont un ancêtre commun
récents. Et si on reconstruit l'arbre, la phylogénie des microbotriums, des champignons, on voit que ça n'a rien à voir, hein. Ils n'ont pas du tout la même phylogénie, et on voit qu'il y a eu plein de sauts d'hôtes au cours de la diversification. Et on a essayé de regarder un peu si c'était général, et effectivement, hein, en regardant dans toute la littérature, on a regardé un peu quel était le nombre de cas où il y avait de la cospéciation, de la codivergence, ou des cas où il y avait des sauts d'hôtes. Donc il y avait des cas où on ne pouvait pas trancher. Il y avait très peu de cas en fait, où il y avait de la codivergence, et c'était pratiquement toujours des mutualistes et pas des parasites. Et par contre, chez tous les parasites où on a vraiment pu trancher, donc le plus souvent, il y avait une incongruence topologique, c'est-à-dire que les phylogénies étaient très, très différentes, ce qui montrait bien qu'il n'y avait pas de codivergence, ou dans un plus petit nombre de cas, les phylogénies se ressemblaient, étaient superposables, mais avec des temps très différents entre les hôtes et les parasites. Les parasites avaient des branches beaucoup plus courtes que celles de leurs hôtes, qui montraient qu'ils s'étaient quand même diversifiés sur une phylogénie d'hôtes déjà existante. Donc ça, c'est comment se sont diversifiés les hôtes et les parasites, hein, souvent par des sauts d'hôtes. Mais on peut se demander évolutivement, hein, on avait vu dans le cours sur la spéciation, sur la formation des espèces, que ce n'est pas si évident de comprendre comment on peut avoir une diversification en espèces différentes. Hein. Une diversification, ça veut dire qu'ici, il y a des individus qui refusent de se croiser entre eux. Hein. Si on représente ici les individus en rouge et les croisements en bleu, ben, il doit y avoir une diversification en espèces différentes, en lignées différentes, par exemple spécialisées sur des hôtes différents, ben, il faut qu'à un moment, les individus ici ne se croisent plus les uns avec les autres, sinon il y a homogénéisation des variants génétiques, et il ne peut pas y avoir diversification en lignées différentes adaptées à des milieux différents. Donc là, on avait vu en exemple, hein, par exemple, ces deux papillons-là sont capables de se reproduire entre eux, de produire des hybrides, mais ces hybrides ne sont pas reconnus par leurs prédateurs comme étant toxiques et sont plus mangés. Donc ça fait un isolement génétique. Les hybrides, ici, ça stoppe les flux de gènes, les échanges génétiques. Et donc on peut se demander pour les parasites, hein, comment ça peut se produire, comment il peut y avoir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pathogène hyper généraliste qui va être capable de prendre des ressources à tous les autres qui existent dans l'environnement. On peut imaginer qu'il aurait un avantage. Un parasite hyper généraliste, il pourrait infecter n'importe quel hôte. Donc pourquoi ? Alors déjà, il faut qu'il n'y ait pas une adaptation optimale à tous les autres, en fait, ne soit pas possible, qu'il y ait des contraintes à ça. Sinon, évidemment, un parasite qui serait très bon à infecter tous les autres dans l'environnement, bah, il aurait un énorme avantage sélectif. Il faut qu'il y ait des contraintes qui font qu'un généraliste soit moins bon qu'un spécialiste. On peut être un généraliste, c'est-à-dire faire beaucoup de choses, mais un peu moins bien, qu'un spécialiste qui va, par exemple, infecter un seul hôte, mais beaucoup mieux. On avait vu l'exemple pour ça des oiseaux parasites, des oiseaux plus spécialistes à l'ouest, par exemple, dans les milieux agricoles, ou des espèces plus généralistes. Donc, ce qu'on avait vu là comme exemple, c'était si on avait une ressource qui est par exemple une taille de graine dans l'environnement, une espèce spécialiste, elle va être plus efficace à manger la taille de graine qui est la plus fréquente. Une espèce généraliste, elle va pouvoir manger plus de ressources différentes, mais elle va être moins efficace peut-être à exploiter la ressource la plus abondante. Donc, ça peut être deux stratégies un peu différentes qui peuvent avoir chacun une valeur sélective assez élevée et être sélectionnées. Mais chez les pathogènes, c'est un peu différent de ce système-là. On n'a pas comme ça un pic de ressources gaussien dans l'environnement. Les espèces hôtes différents, ça correspond un peu. Donc on avait vu cette notion de paysage adaptatif. Hein. Si on représente ici la valeur sélective, c'est-à-dire la survie, le nombre de descendants que peut produire ici un pathogène en fonction de caractères différents, le fait qu'il y ait des hôtes très différents dans son environnement, par exemple ici une fraise ou la vigne infectée par la pourriture grise, on peut imaginer que ces deux plantes ont des mécanismes de résistance très différents. Et donc, peut-être qu'être capable d'infecter la fraise ou être capable d'infecter la vigne, ça demande un arsenal biochimique complètement différent, voire incompatible. Et donc, c'est un prérequis pour l'évolution d'espèces spécialisées de pathogènes sur des hôtes différents, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient capables de s'adapter à tous les hôtes qui existent dans l'environnement. Donc, soit il peut y avoir des contraintes,
C'est-à-dire que vraiment, le fait de pouvoir infecter la fraise fait qu'on ne peut pas infecter la vigne. Alors les phytopathologistes, pendant longtemps, ont cherché ces types de contraintes en essayant de regarder, ben voilà, telle souche, si elle infecte bien cette espèce, elle infectera moins bien cette autre. Et pendant longtemps, on n'a pas trouvé de vraies contraintes fortes à empêcher d'être généraliste. Donc les gens se sont dit, ben, ça devrait être les espèces généralistes qui envahissent et qui devraient être sélectionnées. Et pourtant, plus on regarde chez les pathogènes, plus on trouve peu d'espèces très généralistes. Pour le coup, Botrytis cinerea, donc le champignon qui produit la pourriture grise, c'est une des rares espèces très généralistes qui est vraiment capable d'infecter plus de 200 espèces de cultures différentes, alors que la plupart des pathogènes, quand on regarde dans le détail, on les trouve très spécialisés, hein, comme on va voir en détail le charpon des anthères. Là, en fait, chaque espèce de plante a sa propre espèce de parasite. Et donc, alors qu'il ne semble pas y avoir de fortes contraintes biochimiques ou physiques à ça. Et donc, il a été proposé, et ça a montré que dans un modèle que ça pouvait fonctionner, qu'en fait, c'est peut-être à cause de la coévolution. C'est-à-dire que peut-être dans l'absolu, les parasites peuvent très bien infecter plein d'autres différents, mais ils ne peuvent pas courir optimalement après tous les autres différents, après 200 autres différents dans les populations naturelles. Et qu'en fait, donc, cette spécialisation, cette contrainte, le fait de ne pas pouvoir optimalement s'adapter à tous les autres différents, c'est à cause de la coévolution, le fait qu'un spécialiste, il est plus efficace à suivre, à coévoluer et à être en avant dans la course aux armements contre son hôte. Donc, si on veut se demander comment sont générées des espèces de pathogènes spécialisés sur des hôtes différents, donc il ne faut pas qu'il y ait une adaptation optimale possible à tous les hôtes. Mais étant donné ça, admettons que ce n'est pas possible, il faut quand même arriver à stopper les flux de gènes ici pour permettre aux lignées d'arrêter de s'homogénéiser et de faire des lignées différentes. Donc on avait vu qu'il y a certains caractères des pathogènes qui facilitent justement cet arrêt des flux de gènes, des échanges génétiques entre des pathogènes sur des hôtes différents. Et en particulier le fait que toutes ces pourritures-là, elles se reproduisent au sein de leurs hôtes, après avoir poussé dans leurs hôtes. Par exemple, le Venturia, donc le champignon Venturia qui provoque la tavelure du pommier, donc elle pousse sur les feuilles, sur les pommes, pendant le printemps, pendant l'été, et à l'automne, elle fait sa reproduction sexuée dans les feuilles qui ont été infectées, dans les fruits qui ont été infectés. Et donc le fait qu'elle se reproduise à l'intérieur de son hôte, elle se reproduit forcément entre différents individus qui ont pu infecter le même hôte, qui étaient capables d'infecter le même hôte. Et donc ça stoppe les flux de gènes presque instantanément entre des souches de champignons qui sont meilleures à infecter des hôtes différents. Et donc c'est une explication de pourquoi il y a peut-être autant de champignons pathogènes spécialisés sur des hôtes différents. C'est parce qu'ils se reproduisent au sein de leurs hôtes, et donc ça facilite la spécialisation et l'arrêt des flux de gènes, et qui permet de faire diverger les lignées évolutives. Il y a d'autres facteurs chez les champignons pathogènes qui facilitent l'émergence d'espèces différentes spécialisées sur des hôtes différents. Donc il y a le fait qu'ils se croisent au sein de leurs hôtes, mais il y a aussi le fait qu'il y a une sélection très forte, beaucoup plus forte que quand on regarde des différences entre individus chez les plantes et chez les animaux, parce que chez les pathogènes, ça peut être vraiment du tout ou rien. C'est des pressions de sélection qui n'existent pratiquement jamais chez les plantes et les champignons. En général, quand on dit une sélection très forte dans une population animale, ça va être qu'il y a un avantage de 1% ou 2% d'un individu par rapport à l'autre. Tandis que là, un champignon qui est capable d'infecter l'hôte par rapport à un champignon qui n'est pas du tout capable, c'est 100% de différence. C'est des pressions de sélection énormes. Et souvent, ça se fait sur un gène. C'est ce qu'on appelle des relations gène pour gène. C'est-à-dire que chez les plantes, il y a des gènes de résistance, c'est-à-dire qu'ils produisent des molécules qui sont là juste pour reconnaître les pathogènes et bloquer l'infection quand il arrive. Donc il y a des molécules, si elles reconnaissent une protéine du champignon, elles font ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité. La plante tue elle-même toutes ses cellules autour du point d'entrée du pathogène, ce qui bloque complètement l'arrivée du pathogène, et le pathogène ne peut pas du tout infecter la plante. Et inversement, si soit le gène de résistance a un autre variant génétique ou le champignon a réussi à échapper et produit un autre variant qui n'est pas reconnu par la plante hôte, l'infection est totale.
Donc c'est vraiment du tout ou rien qui produit une pression de sélection énorme et qui facilite aussi la divergence et la spécialisation. Et un autre facteur chez les champignons pathogènes, mais aussi les parasites en général, c'est que souvent ils ont une fécondité énorme. Vous voyez ici des spores de rouille qui dispersent au moment où le tracteur récolte. Donc il y a des milliards de spores produits par les champignons. Et dans les modèles mathématiques, par exemple, de formation des espèces, quand on essaye de voir comment se forment des espèces de plantes ou de champignons, quand on essaye de faire tourner ces modèles avec le nombre de descendants des champignons, ça ne tourne juste pas. C'est immensément plus grand. Et du coup, ça permet à la fois d'avoir une population plus élevée avec plus de mutations, et aussi ça permet cette forte sélection, parce qu'avec une sélection où c'est du tout ou rien, quand il y a une population de 100 individus, il ne reste plus personne à la fin. Donc là, c'est une sélection énorme, mais sur des milliards de spores. Et donc tous ces facteurs-là font que c'est beaucoup plus... la spécialisation de champignons pathogènes sur des hôtes différents et se fait très facilement. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a des spécialisations sur les autres dans la nature et qui se fait aussi en temps réel. On va voir quelques exemples où ça se fait... la spécialisation se fait en temps réel, donc dans les populations naturelles, mais aussi sur les cultures. Et donc on a pu l'observer par exemple sur Venturia, le champignon responsable de la tavelure du pommier. Donc il y avait des pommiers sensibles à la tavelure, donc sur lesquels on mettait plein de pesticides. Donc on s'est dit on va faire des pommiers résistants qui permettent de bloquer complètement l'infection du champignon. Donc on a introduit par croisement avec des populations d'autres espèces de pommiers sauvages un gène de résistance dans le pommier. Donc effectivement, la tavelure n'arrivait plus du tout à s'installer, le champignon pathogène était complètement bloqué, n'arrivait plus du tout à infecter. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le champignon a réussi à contourner et à en fait, perdre la molécule qui était reconnue par cet arbre résistant. Et il y a une population qui s'est mise à infecter les arbres résistants. Mais en fait, dans les mêmes vergers, il n'y avait pas du tout d'échange génétique entre ces deux populations pendant 10 ans, alors qu'elles étaient complètement à portée de dispersion de spores. Mais ces champignons-là n'étaient pas capables d'infecter ces arbres-là, et ces champignons-là n'étaient pas capables d'infecter ces arbres-là. Et comme la reproduction sexuée se fait à l'intérieur des feuilles infectées et des plantes, ils n'échangeaient pas du tout de matériel génétique. Et donc on a en direct une émergence d'une nouvelle presque espèce, lignée de champignons spécialisés sur un nouvel arbre résistant et qui échangeait plus de matériel génétique avec la population précédente. Et donc on a fait ça plein de fois chez le pommier. On a introduit plein de gènes de résistance et à chaque fois le champignon a contourné le gène de résistance. Et donc en fait il est devenu beaucoup plus virulent, beaucoup plus agressif que les populations ancestrales. Et donc on avait fait une étude où on regardait le pourcentage de maladies sur des feuilles de pommier, donc sur le pommier cultivé et sur ce pommier sauvage asiatique, en affectant avec des populations soit qu'on trouvait sur ce pommier sauvage asiatique, soit des populations qu'on trouvait sur le pommier cultivé, ou soit des hybrides. Et donc on voit que sur le pommier cultivé, il n'y a que sa propre population de champignons qui est capable de l'infecter, puisqu'on a tellement introduit de gènes de résistance. Donc à chaque fois, le pathogène a évolué des nouvelles... il a contourné la résistance, il est toujours capable d'infecter ce pommier cultivé, alors que les populations sauvages ne sont pas capables de l'infecter. Mais ce qui est plus perturbant encore, c'est que sur le pommier sauvage, cette population du pommier cultivé, c'est aussi la plus virulente et la plus agressive. En quelque sorte, à force d'introduire des nouveaux gènes de résistance dans le pommier, on a pestifié, c'est-à-dire qu'on a exercé une énorme sélection indirecte sur le champignon pathogène, qui est devenu plus virulent et plus agressif, y compris sur les pommiers sauvages. Et donc ces populations de pommiers sauvages asiatiques, elles sont menacées par la déforestation et par ces pathogènes de pommiers cultivés qu'on a pestifiés et qui deviennent vraiment problématiques. Et donc, c'est un peu le cas dans toutes les cultures. Quand on a, à chaque fois qu'on introduit presque un gène de résistance, le pathogène contourne en quelques années cette résistance. Un exemple ici sur la rouille du blé, donc c'est un champignon, une rouille on voit les spores ici du champignon. Et donc on voit au cours des années ici, on a introduit
par croisement différents gènes de résistance dans le blé. Et on voit ici les pathogènes, la virulence. Et donc, à chaque fois qu'on a introduit, par exemple, la résistance YR6, ben, rapidement, il y a un nouveau virulent qui est arrivé. Hein, en 2 ans, on a introduit la résistance YN9. Ben, très rapidement, le pathogène est devenu virulent. Hein, les pathogènes évoluent très vite, y compris contre les cultures. Alors, juste quelques exemples donc, de ce qu'on a fait pour finir sur le champignon donc, pathogène des Caryophyllacées. Donc, pendant longtemps, comme je vous ai dit, on a cru que c'était une seule espèce de pathogène généraliste qui infecte toutes ces plantes hôtes. Donc, on a essayé de regarder un peu génétiquement est-ce que c'était le cas ou est-ce qu'il y avait de la spécialisation. Donc, ça, c'est le cycle de vie du pathogène donc, qui produit ses spores dans les fleurs. Elles sont transmises par les pollinisateurs sur les plantes saines. Elle germe, hein, donc là c'est la spore diploïde du champignon qui germe et qui produit tout de suite un if qui envahit la plante et au printemps suivant, la plante produit à nouveau des fleurs malades. Et donc on a essayé de regarder est-ce que c'était des lignées différentes qui infectaient les différentes espèces de plantes et qu'est-ce qui stoppait les échanges génétiques entre les lignées de champignons qui infectent les différentes lignées de plantes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé est-ce qu'il y avait des échanges génétiques entre les différentes lignées sur les plantes différentes. Donc on a collecté de nouveau plein de souches de champignons différents, on a étudié avec des marqueurs génétiques et on a essayé de retracer leur généalogie. Et donc l'idée c'est que si ça c'est une espèce, hein, donc il y a des flux de gènes hein, par définition, et donc des différents gènes qu'on va séquencer vont pas raconter la même histoire puisqu'il y a eu de la recombinaison. Par contre, si c'est 2 lignées évolutives qui n'ont plus d'échange génétique, chaque gène va raconter la même histoire, puisqu'il n'y a plus d'échange génétique entre ces 2 groupes. Et donc, c'est ce qu'on a fait en récoltant des souches de champignons sur plein d'espèces différentes. On a reconstruit leur généalogie. On a essayé de regarder si ça correspondait un peu à de la géographie, et ça n'avait pas l'air de correspondre du tout à de la géographie. Par contre, effectivement, il y avait un clade différencié par espèce hôte, donc vraiment des lignées différentes, spécialisées chacune sur leur espèce hôte. Et comme on a vu, hein, avec des sauts d'hôtes et pas de la codivergence entre les hôtes et les pathogènes. Et donc on a essayé de regarder qu'est-ce qui bloquait un peu les flux de gènes, hein, comment il y a pu y avoir de la spécialisation là, parce que pour le coup, ça c'est un champignon qui se reproduit avant d'infecter son hôte et pas dans son hôte, comme le Venturial ou le Botrytis. Donc il ne peut pas y avoir cet effet qui empêche les flux de gènes, le fait qu'ils se reproduisent dans leur hôte, hein, ils se reproduisent avant. Ils se croisent entre souches avant d'infecter son hôte. Donc on a regardé un peu dans quelle mesure des souches collectées sur différentes plantes hôtes, donc on peut regarder au microscope est-ce qu'elles acceptent de se croiser entre eux, est-ce qu'on peut regarder en serre, est-ce que les hybrides arrivent à infecter les plantes. Et ce qu'on a trouvé, c'est que en fonction de la distance génétique entre les espèces sur les différentes plantes hôtes, il y a une augmentation graduelle de l'isolement reproducteur, et même si les espèces sont dans le même environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite un arrêt des flux de gènes, ça a l'air d'être graduel, ce qui est assez étonnant parce que ça laisse penser que 2 espèces génétiquement proches continuent à échanger des gènes, des flux de gènes, et donc ça devrait bloquer la spécialisation. Et donc ce qu'on s'est aperçu, c'est que là, dans ce cas-là, sur ce pathogène-là, il y a un effet de l'autofécondation du champignon pathogène. Hein. En fait, il s'autoféconde beaucoup sur la plante hôte. Et donc, si on imagine qu'il y a des spores de 2 espèces différentes qui arrivent sur une même plante hôte, donc il y a plein de spores qui arrivent, ils font un peu d'autofécondation, de temps en temps, ils se croisent avec un autre, mais globalement, si les hybrides sont un peu moins bons, comme il y aura toujours de toute façon des autofécondations, qui, même si elles sont un peu meilleures, elles vont toujours réussir à infecter la plante hôte. Et donc, finalement, ça bloque complètement les flux de gènes parce qu'il y a énormément de compétition pour infecter une plante hôte donnée entre des hybrides et des non-hybrides. Et il suffit que des non-hybrides aient un tout petit avantage pour qu'en fait, il n'y a que eux qui persistent dans l'environnement. Et donc, ça facilite énormément cette spécialisation en espèces. Donc, c'est un autre mécanisme qui permet d'avoir des espèces spécialisées de façon plus facile que chez des plantes ou des animaux. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'avais produit un peu long.
donc, on va faire une pause de 5 minutes. Et après, on aura Pierre-Henri Gouillon qui va nous parler de biodiversité et agriculture. Voilà. Et après, vous pourrez poser des questions après le séminaire. Merci.